restitution du premier résultat de la phase 1 de notre enquête d'évaluation du programme d'assistance sociale en Tunisie. Donc, je commencerai peut-être la première partie par remercier l'équipe qui a travaillé dans ce projet, notamment du côté de Laurence Lannes, du CAN. Et aussi, en fait, je ne saurais pas oublier aussi l'équipe qui a monté le projet et tissé les premiers liens institutionnels avec la BAD. Et là, je citerai Vincent Castel et Kauthar Abdelrahim. Donc, au début du rapport, ce projet a été motivé par l'importance des taux de pauvreté en Tunisie. Juste après la révolution, on s'est rendu compte, à l'évidence, que le taux de pauvreté pointait à des niveaux assez importants, 15,5%, alors qu'en Tunisie, on sait très bien qu'on réserve une partie très importante, on alloue une partie très importante de notre PIB sous forme de prestations sociales ou transferts sociaux. Donc, il s'agit d'un problème, peut-être, d'un problème de performance des transferts sociaux qu'il faudrait bien évaluer à l'aune d'un nombre de critères et d'indicateurs. C'est pour ça, en fait, tout ce qui nous a motivé, poussé à opter pour une première évaluation des deux programmes phares d'assistance sociale en Tunisie, en l'occurrence le programme NAF, le programme national d'aide aux familles nécessiteuses, et le programme de soins à tarif réduit, en plus d'un nombre de régimes assurantiels de sécurité sociale, notamment les régimes de travailleurs non salariés et les régimes de travailleurs à faible revenu, en vue de mettre en relief l'existence d'un nombre d'incitations perverses entre les régimes assistentiels non contributifs et les régimes assurantiels. Donc l'équipe qui a travaillé au CRES est composée de moi-même, donc c'est l'idée Bilal qui est actuellement modérateur de votre séminaire, Mohamed Belhaj Hameda, Adel Lazoud et Hosni Nimsi qui a assuré à travers son bureau la mise en œuvre technique et de notre enquête qui a eu lieu, juste la genèse et l'évolution du projet. L'accord de financement a eu lieu pendant le mois de mars 2013. Réalisation des questionnaires au sein du CRES au cours de la période début de l'année 2014. On a eu le visa du CNS, du Conseil national de la statistique, en vue de mener une enquête sur terrain pendant le mois de février 2014. Et enfin, la phase, et puis la finalisation de l'enquête sur terrain septembre 2014. Et voilà maintenant que nous sommes en train de vous présenter les premiers résultats de cette enquête. Et puis peut-être pendant le mois de juin, on programme de présenter la restitution définitive des résultats de la phase 2 qui porte sur les comportements informels et aussi la présentation d'une note d'orientation stratégique sur la réforme des programmes d'assistance sociale en Tunisie. L'approche globale d'évaluation, il s'agit d'évaluer la performance des programmes d'assistance sociale NAF et l'AMG2 et leur impact, leur contribution à la réduction de la pauvreté en Tunisie. Deuxièmement, améliorer la connaissance des formes et des comportements informels en Tunisie en relation avec les dispositifs de ciblage. Est-ce que des contre-performances au niveau des dispositifs de ciblage auraient impacté les régimes, de sécurité sociale, les régimes contributifs? Identifier les déterminants comportementaux de la transition entre les deux situations contributives et non contributives, proposer en définitive une série de recommandations portant notamment sur la mise en place de nouveaux mécanismes de ciblage et, in fine, présenter une autre orientation stratégique pour l'instauration d'un socle de protection sociale. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'univers statistique de l'enquête. Vous voyez en fait la structuration des programmes assistentiels et des programmes assurantiels contributifs. Et là, vous avez l'origine des travailleurs non salariés, l'origine des travailleurs à faible revenu, en plus des deux programmes phares d'assistance sociale, en l'occurrence le programme national d'aide aux familles nécessiteuses et le programme de soins à tarif réduit. Et puis, les populations qui sont complètement exclues de toute forme d'assistance sociale. Donc, il y a des populations, il a un point d'interrogation sur l'ampleur, sur leur pourcentage par rapport à la population totale. Donc, l'univers statistique de notre enquête porte sur une partie très intéressante par son profilage, une partie des
programme et des régimes assurantiels et toute la partie assistentielle de la protection sociale en Tunisie. Pour la partie méthodologique, on a opté pour une chaîne de résultats, c'est-à-dire la mise en relief entre les inputs, les activités et les produits, et en définitive entre les effets dentaires, les effets intermédiaires et les effets dentaires. Ça nous mène principalement à analyser, à entamer une série de résultats, une série de liens causaux entre les variables qui pourraient nous intéresser dans cette évaluation des programmes d'assistance sociale. Donc, comme tous les programmes d'assistance sociale, effectivement, il faudrait commencer par analyser les inputs, les intrants dans tout programme. Et là, bien sûr, il y a le budget, il y a les ressources humaines qui sont mises, qui travaillent dans le cadre de ce programme. Et en Tunisie, il y a principalement le corps des travailleurs sociaux, donc au sein des unités de travail social. Actuellement, leur nombre est aux alentours de 1771. Ils sont aussi des gestionnaires du programme au niveau central. Et là, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'évaluation opérationnelle, ce qu'on appelle aussi l'évaluation des processus. Et puis, les activités, c'est le mandat principal de la DGPS, la Direction Générale de la Promotion Sociale, c'est principalement la sélection des bénéficiaires, et là, c'est toute la problématique du ciblage des programmes, donc des bénéficiaires de l'aide sociale, et tous les problèmes d'identification qui pourraient en découler. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est l'évaluation du ciblage, de la performance du ciblage des programmes d'assistance sociale. Et aussi, il y a des problèmes au niveau de l'évaluation opérationnelle qui concernent aussi le registre des bénéficiaires. Il apporte aussi d'apporter un regard sur la satisfaction et la perception et aussi la participation des bénéficiaires au programme. Il y a aussi une partie de l'évaluation opérationnelle qui porte principalement sur l'accessibilité, la qualité des prestations offertes, donc bien sûr par les travailleurs sociaux, principalement aussi l'égalité de traitement, la participation, la transparence et donc la gestion des réclamations. En définitive, il va y avoir aussi une partie sur les effets de court terme, les effets intermédiaires et finaux, donc de tout programme d'assistance sociale qui porte principalement, qui pourrait se résumer en la réduction de la pauvreté et l'amélioration du bien-être des populations bénéficiaires à travers l'accumulation d'actifs parmi les ménages bénéficiaires qui pourraient à terme, bien sûr, à faire reculer la pauvreté parmi ces différentes populations. Donc, l'évaluation des processus du modèle d'implémentation des programmes 1. Et là, en fait, il y a plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre en fait, progressivement, mais juste fallait-il signaler que l'évaluation des processus est un élément central dans toute stratégie d'évaluation des programmes d'assistance sociale parce que ça pourrait aussi alimenter la partie relative à l'évaluation d'impact des programmes d'assistance sociale, surtout dans la conception d'une série d'hypothèses sur les liens causaux entre plusieurs variables pertinentes pour l'évaluation d'impact qu'il faudrait donc après, donc a posteriori, donc vérifier empiriquement à travers les enquêtes à mener dans le cadre d'une évaluation d'impact. Donc, on a donc mené dans le cadre de ce travail une série de travaux à travers des rencontres, à travers des focus group, à travers des entretiens individuels, à travers les enquêtes menées donc, dans le cadre de ce travail. Donc, on a essayé de répondre à une série de questions. Premièrement, les aspects organisationnels, est-ce que les programmes évalués par G2 sont bien organisés, donc structurés, est-ce que la mise en œuvre des programmes est conforme à des règles et des procédures organisationnelles, de ressources des programmes, en l'occurrence des travailleurs sociaux, le corps des travailleurs sociaux, est-ce que les programmes G2 disposent de ressources adéquates pour l'implémentation des activités, est-ce que les ressources humaines, financières et logistiques sont bien déployées, sont suffisantes pour répondre aux objectifs du programme. Et troisièmement, est-ce que les ressources actuelles sont
de manière efficace et efficiente. Participation au programme. Est-ce que les populations éligibles au programme comprennent les différences entre les deux programmes? Quelle représentation des bénéficiaires se font d'eux-mêmes? Ce qu'on appelle aussi le problème de la pauvreté subjective. Quelles sont les populations qui peuvent participer au programme? Est-ce qu'il y a des populations qui répondent aux critères I qui ne bénéficient pas actuellement de ce différents programmes? Quelle est la prestations offertes? Est-ce que les bénéficiaires reçoivent des aides adaptées à leur situation? Qu'en est-il de la qualité des soins offerts dans les structures de santé publique? Est-ce que des changements sont intervenus sur le niveau de la qualité des prestations depuis le démarrage du programme évalué? Expérience des bénéficiaires et satisfaction. Est-ce que les bénéficiaires sont satisfaits des prestations offertes par les travailleurs sociaux et puis du montant des aides reçues? Donc, ce qu'on appelle aussi le montant de l'aide subjective ou souhaitée par les bénéficiaires. Enfin, fallait-il aussi donc, procéder par l'évaluation du système de monitoring évalué, du système d'évaluation et de suivi, s'il existe bien sûr, dans la mise en branle des programmes d'assistance sociale en Tunisie. Pour les championnats de notre enquête, on a quatre enquêtes séparées, donc, qui sont complémentaires en termes d'objectifs souhaités, qu'on souhaite atteindre. Un, il y a le PNAF, le programme phare d'assistance sociale, qui octroie des aides monétaires compétitives permanentes aux 235 000 familles bénéficiaires en Tunisie, sur une base mensuelle. Et actuellement, on a ciblé 2 000 bénéficiaires. Pour la MG2, 3 000 bénéficiaires. Une population témoin qui n'a aucune forme d'assistance sociale. On a visé 1000 ménages et des populations, des travailleurs, des individus, pas de ménages, qui cotisent, mais dans les affiliations, dans les cotisations, sont relativement épisodiques, irrégulières, instables au niveau de la CNSS. Et on aimerait bien sûr, donc, voir quels sont les déterminants microéconomiques de leur comportement informel, de cette instabilité dont il. La collecte des données, quelles sont les données qu'on a utilisées, quelles sont les méthodologies qui ont été adoptées pour apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations, à ces différents questionnements. 1. Les entretiens individuels menés avec les travailleurs sociaux. 2. Analyse des réponses aux questions qualitatives posées aux bénéficiaires dans le cadre des enquêtes menées auprès des ménages bénéficiaires du PNAF. La MG2 aussi auprès d'un groupe témoins exclus de toute forme d'assistance sociale. Troisièmement, analyse des différents modules des 4 enquêtes menées auprès des familles bénéficiaires du PNAF et de la MG2. Et une population témoin exclue de toute forme d'assistance. Et enfin, des documents de travail qui ont été publiés par la DGPS depuis l'apparition, depuis la création du PNAF en 1987. Donc, une analyse documentaire toutes les publications qui ont été publiées par le ministère des Affaires sociales, sont rapportant au thème se rattachant à notre séminaire. Donc, c'est dit. La structure des questionnaires est celle en fait de questionnaires modulaires. Là, en fait, on a 4 populations, l'enquête PNAF et la MG2 de travailleurs, avec différents modules. Il y a des modules qui sont communs à quelques populations cibles, comme l'habitat, caractéristiques démographiques, caractéristiques d'éducation, santé et couverture sociale, PNAF, exclusion absolue. Donc ça cible principalement les populations PNAF et les témoins. L'activité économique pour les populations âgées de 15 ans et plus, l'occupation pour les populations qui se déclarent comme étant occupées durant la semaine de référence, la sécurité sociale, la réaction au risque, attitude vis-à-vis de la sécurité sociale et revenu de ménage. Ça, c'est un terme commun pour les 4 enquêtes, mais les thèmes se rapportant à la sécurité sociale, aux attitudes, aux préférences intertemporelles et à la réaction au risque, ça se rapporte principalement au problème d'arbitrage entre l'assistance sociale, la sécurité sociale et tous les problèmes aussi pour pouvoir mettre en relief l'existence de problèmes d'incitation perverse qui pourraient obérer bien sûr l'engouement des travailleurs pour des régimes assurantiels de sécurité sociale. Et là, on considère
que l'informalité en Tunisie, si on arrive bien sûr donc, à déterminer l'essentiel du comportement informel, ça pourrait constituer donc, des gisements très importants pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation, je suis très heureux d'être parmi vous. Mes remerciements vont aussi aux CRES et à la BAC qui m'ont invité et qui m'ont impliqué dans ce travail fort intéressant. Alors je vais essayer de présenter de façon très brève la méthodologie que nous avons suivie pour effectuer cette évaluation. Alors, parmi les objectifs, c'est d'évaluer les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Est-ce qu'il y a de bénéficiaires de ces deux programmes qui ne devaient pas être dans les programmes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en dehors de ces programmes et qui devraient l'être là? Ça, c'est un travail qui a été fait, un travail similaire qui a été fait avant par Niraj Chif et Ahmed Lassoud. Donc, ici, normalement, il y a la façon traditionnelle d'évaluer les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Généralement, on évalue par rapport à un seul programme. Mais là, nous avons deux programmes. Donc, on va évaluer ici ce qu'il y a sur la diagonale, c'est la précision du ciblage. Donc, dans cette partie ici, donc, des gens qui doivent être natifs et qui sont dans le plein, des gens qui doivent bénéficier de la MG2 et qui bénéficient effectivement de la MG2, et des gens qui ne doivent pas être dans aucun programme et qui ne sont pas dans l'un des deux programmes. Ce qui est en bleu, ce qu'on peut appeler des erreurs d'affectation. Donc, par exemple, la surface D, c'est des gens qui bénéficient du plein, mais qui auraient dû être dans la MG2. Et il y a aussi, de façon symétrique, des gens qui auraient dû être dans le plein, mais qui sont actuellement couverts par la MG2. Donc, ça, c'est un peu plus grave que ces gens-là, parce que ces gens-là, ils bénéficient d'un programme plus généreux. Il y a des erreurs qui sont beaucoup plus graves, qui sont soit en jaune, soit en rouge. Ceux qui sont en jaune sont des gens qui bénéficient des programmes, mais des bénéficiaires indus, qui auraient dû ne pas l'être. Et ceux qui sont en rouge sont des gens qui sont exclus à tort du programme. Donc, idéalement, on doit minimiser ces erreurs-là, et ces erreurs-là, ces erreurs sont un peu moins graves, mais elles sont graves quand même. Mais ces erreurs sont toujours inhérentes à une information imparfaite, parce qu'on ne peut jamais n'avoir que du vert. Donc, dans tout programme en information imparfaite, on va toujours avoir du jaune et du rouge, mais l'objectif, c'est de minimiser ces erreurs. La situation idéale, c'est de les annuler, mais c'est une situation qu'on ne voit nulle part dans le monde. Donc, c'est ça notre objectif, c'est d'évaluer les erreurs d'inclusion et d'exclusion, et deux, parce que les erreurs d'inclusion et d'exclusion, ce sont des mesures d'efficacité et de performance du programme, mais ils ne sont pas les meilleures mesures, parce que si par exemple on dit que toute personne qui dépense par mois moins de 100 dinars doit être ciblée, une personne qui a 99 dinars et qui est exclue, elle compte partie des exclus, de la partie rouge, mais c'est pas très grave parce qu'elle est très proche du seuil par rapport à une personne qui a 1 dinar par exemple seulement. Alors ces erreurs d'inclusion et d'exclusion ne tiennent pas compte de ça. Donc pour aller au-delà, il faut définir des mesures de bien-être, et la mesure que nous définissons ici, c'est les mesures de pauvreté. Donc ça reprend un peu ce que Niraj vient de présenter, un peu les enquêtes. Pour évaluer les erreurs d'inclusion et d'exclusion, nous avons besoin d'une population de référence. Et pour avoir cette population de référence, ce que nous avons fait, nous avons pris l'enquête de budget consommation des ménages de l'INS de 2010, nous avons fait des actualisations, des hypothèses un peu fortes. Nous avons supposé qu'en termes réels, la distribution de consommation n'a pas changé. Donc nous avons actualisé la consommation par l'indice général des prix à la consommation. Nous avons aussi actualisé les poids, les pondérations, les coefficients d'extrapolation. Parce que c'est une enquête représentative de 2010. En 2014, la population est plus importante. Donc nous avons pris les résultats du nouveau recensement de 2014, la distribution de la population à travers tous les territoires, et nous avons fait une actualisation des coefficients d'extrapolation.
Donc on a obtenu un peu une enquête de l'INS de 2010 représentative de 2014 sur l'hypothèse que le niveau de bien-être reste constant en termes réels. Et après, nous avons deux enquêtes qui sont des enquêtes du CNAF et de l'AMG2 qui représentent 30% des ménages tunisiens. Et nous avons la répartition géographique de ces ménages. Donc, nous avons les coefficients d'extrapolation. Nous avons déduit ces coefficients d'extrapolation de ceux de l'enquête budget-consommation du ménage. De sorte que nous avons fusionné les trois enquêtes et nous avons une nouvelle enquête qui représente la population de 2014. Et donc, là, un peu une description du questionnaire. Il y a des questionnaires sur l'habitat, la démographie, l'éducation, la population active, la consommation des ménages, qui est commune aux trois enquêtes. Le revenu des ménages, santé et couverture sociale, qui n'existe que dans le CNAF. Et il y a la sécurité sociale, aversion au risque et attitude vis-à-vis de la sécurité sociale, qui n'existe que dans l'enquête AMG 2. Donc, nous devons définir un indicateur de bien-être pour calculer l'exclusion et l'inclusion. Généralement, on utilise comme indicateur de bien-être la consommation, parce que généralement, on mesure mal le revenu. Les gens ne déclarent pas de façon, entre guillemets, honnête leur niveau de revenu par crainte de poursuites fiscales. Donc, ils sont moins voilà, réticents. Ils sont moins réticents à révéler leur niveau de consommation. Donc, dans la définition d'un indicateur de consommation, on fait des ajustements pour tenir compte, par exemple, du niveau de vie des gens qui sont propriétaires de logements et des gens qui ne le sont pas. Donc, les gens qui sont propriétaires de logements ont fait une estimation du loyer qu'ils auraient payé s'ils étaient locataires de leur logement. On ajoute ce loyer implicite au niveau de dépenses de consommation dans l'horizon temporel, c'est l'année. Donc on ne tient pas compte par exemple de l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture qu'on achète pour 5 ou 10 ans, la maison c'est pour la vie. Et dans le cas d'espèces, puisque le CNAF et la MG2 ciblent particulièrement les gens qui endurent un problème de handicap ou d'une maladie chronique, nous avons essayé d'estimer un coût de la santé que nous avons déduit ce coût-là pour les ménages qui endurent ce problème de maladie chronique ou de maladie chronique ou d'handicap. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les erreurs d'inclusion et d'exclusion sont des erreurs qui nous permettent d'apprécier l'ampleur de l'efficacité du programme, mais c'est pas très... ce ne sont pas les meilleurs indicateurs parce qu'il est plus grave d'exclure quelqu'un qui n'a rien plutôt que d'exclure quelqu'un qui est très proche d'un seuil de pauvreté. Donc pour cela, nous avons utilisé des mesures de pauvreté pour évaluer la performance et nous avons essayé de voir de combien la pauvreté a été baissée grâce au CNAF et à la MG2. Les mesures de pauvreté, il y en a plusieurs.